20h sur Canal 2 International, voici les titres de votre journal. Un camion Sten transportant du carburant met fin à la vie de 2 personnes ensemble et envoie 7 autres à l'hôpital général de Yaoundé. C'est la triste fin d'une série atroce vécue par une famille surprise ce matin vers 1h dans la maison familiale par ce camion de la mort. Où sont passés les lions féroces de Ngoro? Depuis plusieurs mois, les lions de Ngoro sont en divagation et dévorent au passage vaches et chèvres malchanceuses dans différentes localités. Après avoir passé 10 jours dans l'arrondissement de Ngoro à chasser les lions, nos experts blancs retournent bredouille. Vous écouterez le docteur Hans Bauer dans ce 20h. La ville de Douala a mal à sa voirie. 70% de taux d'avancement des travaux et des chantiers à l'abandon ou à la traîne. Voilà ce qui est à retenir de la visite de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain à Douala ce samedi matin. Le 20h vous livre le compte rendu. Et le plus de l'info de ce samedi soir nous amène à Guider, une si belle commune du Cameroun située dans la région du Nord et chef-lieu du département du Mayo-Louti. Là-bas, les gorges de Kola sont l'une des attractions que le 20h se propose de vous y conduire. Voilà pour la une de votre journal. Bienvenue à tous. Vous pouvez regarder ce journal sur www.canal2international.net et justement sur notre compte YouTube. Encore la zone industrielle de Sam. Ce matin, vers 1h, un camion Sten transportant du carburant est rentré dans un domicile, faisant 2 morts sur le carreau. 7 autres membres de la famille sont internés à l'hôpital général de Yaoundé. Sur le terrain, des parents et voisins sont sous le choc. Le reportage est signé Rodrigue Tonguet et Bétan Tassé. Voici ce qui reste de cette villa de 6 pièces, décomposée par un camion-citerne comme celui-ci. Mais lui, rentrant dans le dépôt de la SDP ici au quartier Sam à Yaoundé et transportant du fuel en provenance de Douala. Son conducteur s'est manifestement stationné un moment là et est descendu de l'engin pour rechercher une place de parking. C'est dans son dos que le camion, d'après récit de témoins, engage une course folle en marche arrière et percute ce qui était encore, avant 1h de ce matin, une villa. 2 morts sur le carreau. Un témoin de la scène se rappelle. Le tenancier de ce bar s'est mis à crier, à hurler. Hey, 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 hey! On sort donc parce qu'on était à l'intérieur. On sort. Je vois le camion qui est en train de faire marche arrière. Après, il rentre en vitesse. Il y a plein de petits enfants qui étaient là. Petits enfants de 3 à 18 ans. Moyenne. La grand-mère de la maison était là. On était avec le papa de la maison. Donc le papa n'était pas à l'intérieur parce qu'il était avec nous. Parmi les survivants, une dame du 3e âge. Elle avait laissé déjà en 1998 2 de ses enfants dans la catastrophe de Sam, au même lieu. 21 ans après, elle perd 2 petits-fils. J'étais dans la maison. Quand le choc a fait, ça a brisé tous les murs et puis le sable a commencé à sortir la poussière. Moi, j'étais dedans. En plus des morts, des blessés internés à l'hôpital central de Yaoundé et des voisins membres du clan familial meurtris. Horrible, oui. 3 et 5 ans. Et en termes de blessés 7. Un grave. Le regard hagard, les riverains de la maison sinistrée se posent de nombreuses questions quant à leur sécurité dans cette zone industrielle. Ils implorent en partie le recasement, car rien n'arrêtera ici les manœuvres des camions-citernes de la SDP. Pour ce coup, ils remercient déjà le ciel qu'une étincelle n'ait pas jailli, provoquant un incendie. Près de 9,6 milliards pour la réalisation de la voirie du quartier Garda
Mabanga en Ngaoundéré, le projet financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme de développement des villes inclusives et résilientes démarre dans quelques jours. Pour l'heure, ce sont les indemnisations qui préoccupent de ce côté-là. Les détails avec Eringele. Gadamabanga Djalingo, quartier pauvre de Ngaoundéré 2e. L'État, à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, veut compenser les biens à détruire sur l'emprise des 14 mètres de la voirie structurante à construire bientôt ici. L'investissement est financé à hauteur de 9,6 milliards par la Banque mondiale dans le cadre de la phase 1 du programme de développement des villes inclusives et résilientes. Pour qu'il y ait une belle omelette sur la table, on va casser un bel œuf. Mais le gouvernement est sensible à ces impacts négatifs et ne souhaite pas que quelqu'un ne bénéficie pas positivement d'un projet. C'est la raison d'être des audiences publiques qui viennent d'être organisées dans la métropole régionale de l'Adamawa. Comme Absatou et Oumarou, de nombreuses personnes touchées par le projet portent des réserves sur les indemnisations. Selon les enquêtes d'expropriation, 79 familles sont directement affectées, dont 52 concernées par les constructions, 63 maisons, 19 cultures, 7 clôtures et un mur d'église et 4 déplacés économiques. Ils ont dit qu'ils vont nous payer les 2 mètres seulement, alors que tout le bâtiment est en péril. Un bâtiment, quand on prend la moitié du bâtiment, et la moitié du bâtiment sera payée par qui? Elle va prendre 7 mètres. Comme ces 7 mètres-là, je dis que j'habite où? Tu vois, non? Comme avec le petit enfant là, tout ça, je vais faire comment? Les plans de réinstallation des riverains impactés sont terminés, mais les discussions autour continuent. Tout a été fait pour que ces personnes ne soient pas vraiment impactées d'une manière forte. Ces indemnisations, selon des indiscrétions, pourraient coûter un peu plus de 200 millions de nos francs. Et puisqu'on parle de construction, 70% de taux d'avancement des travaux de réfection de la voirie urbaine dans la ville de Douala, c'est ce qui est à retenir de la visite de travail effectuée ce jour dans notre ville par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Quelques chantiers sont en arrêt, il faudrait aussi le signaler. Compte rendu, Patrick Guagnan et Luther Ndiomo. C'est par une doléance d'un riverain du drain situé derrière le marché Sandaga que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain entame sa visite de travail ce samedi 3 août à Douala. Il nous fallait au moins une hauteur de 3,50 m. Oui, oui. Et nous déplorons le fait que Randel n'a pas pu tenir en compte ce que nous riverains. Oui. Donc, la hauteur là est nulle. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a l'eau, ça envahit toutes ces maisons. Toutes ces maisons. Or, avant, il n'y en avait pas. Au cours de cette visite, Cortez Kecha a pu toucher du doigt le problème des Doualais. Il a résolu la plupart des problèmes. Donc, si c'était sur la table, je pense qu'on serait vers une solution. On ne peut pas régler les problèmes les uns après les autres. Il faut faire l'ensemble des problèmes. Après la visite des 12 sites en chantier, le bilan semble positif. Ce que je peux dire, c'est que je suis satisfaite de la remobilisation des entreprises, satisfaite de l'engagement des entreprises d'aller vers la fin de ces projets pour novembre 2019 et décembre 2019. Donc je rentre à Yaoundé satisfaite de l'engagement pris par les entreprises et de leur mise en œuvre sur le terrain. Vous avez vu que les chantiers ont repris, surtout les plans d'urgence ont repris. C'est aussi un soulagement pour les populations de la ville de Douala. Il faut le dire. Il faut le dire. Bon, certes, nous avons encore d'autres chantiers qui doivent redémarrer, reprendre. Nous avons la certitude que d'ici le mois d'octobre, puisque pendant les pluies, on ne peut pas faire grand-chose, ça va aller. Le taux d'avancement des travaux, aussi entre 70 et 75%, et les entreprises prestataires promettent une livraison complète du chantier d'ici la fin du mois de décembre prochain. C'est par un débriefing dans les locaux de la communauté urbaine de Douala que les parties prenantes se sont séparées dans l'espoir d'avoir, dans les prochains jours, une ville de Douala plus belle et plus paisible.
Et l'actualité ce soir, c'est aussi la chasse aux lions sans butin. Après avoir passé 10 jours dans l'arrondissement de Ngoro, département d'Umbam et Kim, les chasseurs, dont un Sud-Africain et 2 Hollandais, venus capturer les 2 lions en divagation dans la localité depuis plusieurs mois, maintenant sont rentrés bredouille et les 2 lions continuent leur voyage. Je vous propose d'écouter le docteur Hans Bauer, le chasseur de lions. L'opération que nous avons menée sur le terrain est une opération assez difficile et qui, même au départ, n'avait pas de garantie. Notre objectif, c'était de voir les lions, de trouver les lions et éventuellement, si possible, de les porter vers le nord. Avec la nouvelle donnée que les lions ne font plus d'attaque sur le bétail, puisque là, depuis 10 jours, je suis là, nous n'avons eu aucune nouvelle d'attaque de bétail. Ça fait qu'il a été difficile de savoir exactement où se trouvent ces lions. Il est vrai que nous avons quand même eu l'occasion de les voir pendant quelques secondes. Ces lions ne sont pas réellement une menace pour la population tant que la population prenne en compte quelques considérations. Premièrement, être très vigilant pendant la nuit. Mais en journée, il n'y a pas réellement de risque pour la vie humaine. Deuxième sortie en 10 jours hier du ministre de la Communication pour faire le point sur les mutineries dans les prisons de Kodengui et Buea. Emmanuel René Sadi révèle que les forces de l'ordre ont procédé à des nouvelles interpellations. Il a également souligné la bonne volonté du gouvernement de désengorger les différentes prisons du Cameroun. Rodrigue Tonguet et Uben Uche. Ce n'est pas le ministre de la Justice, attendu sur le terrain du bilan des mutineries, qui vient au public, mais le ministre de la Communication, s'exprimant au nom de tout le gouvernement. Une preuve peut-être que Yaoundé veut un traitement holistique de la question. Illustration, René Emmanuel Sadi évoque dans son allocution devant la presse ce vendredi, après les 10 coups de 22 heures, le cas de la prison principale de Buea, qui a vécu elle aussi une mutinerie le 23 juillet, mais dont on parle moins, et pourtant pour lequel le bilan humain est plus important. On a pu noter des blessés, soit 2 éléments des forces de sécurité et 43 détenus parmi les insurgés, dont une vingtaine ont été immédiatement pris en charge à l'infirmerie de la prison et un autre détenu conduit dans un centre hospitalier de la ville de Buea, eu égard à son état. Avant, le porte-parole de fait du gouvernement aura naturellement évoqué les dégâts causés par les insurgés à la prison centrale de Kodengui. Bilan constant au vu de la précédente sortie du ministre. Mais on aura appris ce soir que les chiffres ont évolué pour ce qui est des interpellations. 67 nouveaux suspects arrêtés, en plus des 117 interpellés la nuit du 22 juillet. 244 interpellations au total. Et placés sous exploitation auprès des services de la police et de la gendarmerie ont déjà tous été entendus et les diverses enquêtes pratiquement bouclées. En ce moment, les dernières vérifications des formalités procédurales sont en cours d'achèvement. René Emmanuel Sadi a voulu surtout donner une image d'un gouvernement soucieux de tirer les leçons des 2 mutineries en annonçant des mesures durables. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'accélérer les procédures judiciaires en cours, de veiller de façon rigoureuse, de renforcer et de moderniser les moyens de contrôle et de suivi des prisonniers, de procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires dont la surpopulation est avérée. En outre, des instructions particulières ont été données aux administrations sectorielles compétentes en la matière, s'agissant de l'extension des locaux de certains établissements pénitentiaires dont la capacité d'accueil est aujourd'hui dépassée. 12 minutes d'une déclaration au cours de laquelle les conditions de garde à vue des personnes interpellées, le respect des droits de la défense aussi, n'ont pas été évoqués au moment où sa conjecture sur le sort de Mancho BBC, Mamadou Mota et consorts, sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Le gouvernement doit-il compléter sa com? Vaste question.
Allier rentabilité et développement sociétal, tel est le but de la plateforme responsabilité sociétale des entreprises installée au Cameroun depuis juillet 2017. Les troisièmes travaux de cette plateforme se sont tenus ces 1er et 2 août 2019 à Yaoundé en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le reportage de Myriam Mazou, notre stagiaire, est bétantassé. Sur base volontaire des enjeux socio-éthiques dans leur activité, tel est le but de la responsabilité sociétale des entreprises. Instituée au Cameroun le 26 juillet 2017, la troisième session des ateliers de cette plateforme a eu lieu les 1er et 2 août 2019 au Centre international de l'artisanat de Yaoundé, lentement présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La parole dans cette circonstance particulière pour procéder au lancement de la troisième session des ateliers sur la plateforme de dialogue des parties prenantes sur la responsabilité sociétale des entreprises au Cameroun. Les entreprises qui, volontairement, souhaitent faire partie de cette vision s'engagent à intégrer le dialogue à tous les niveaux, répondre aux défis sociaux, ouvrir les systèmes de formation, développer la transparence, faire place à l'initiative des salariés dans l'organisation même du travail. Ces entreprises s'ouvrent alors à de nombreux avantages. Il y aura par exemple des avantages administratifs et fiscaux. Il y aura une possibilité pour ces entreprises d'être prioritaires sur le marché public. Il y aura tout un ensemble d'autres avantages qui sont conçus dans cette loi. Cette initiative, qui s'inscrit dans le partenariat public-privé, sera un outil clé d'amélioration des performances et de la responsabilité des entreprises. L'Église évangélique du Cameroun rend hommage au docteur Jean-Marc Ngalem Bonjo qui quitte le train de l'Église après avoir, n'est-ce pas, travaillé pendant 40 ans pour la bonne santé des malades au sein de cette Église. Le send-off organisé à cet effet a permis au gouverneur de la région du Littoral de présenter les qualités de l'homme qu'il a fréquenté depuis une vingtaine d'années. Robert Charlitok et Thierry Nana. L'Église évangélique du Cameroun passe ce geste aux 42 ans de service pour la bonne santé physique des malades. Parvenu au thème de sa mission au sein de l'Église, le send-off à l'honneur du docteur Jean-Marc Ngalem Bonjo est le signe d'une reconnaissance du travail bien accompli et surtout de la matérialisation de l'œuvre de Dieu à travers l'homme. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup donné aussi. Le plus important, c'est ce que vous voyez. Si le personnel m'offre une cérémonie de départ de ce niveau, c'est que quelque part, j'ai été à la hauteur de la tâche qui m'avait été confiée. Et toute la gloire revient à Dieu. Occasion pour le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Varadiboua, de reconnaître en celui qui s'en va les mérites d'un homme travailleur rigoureux. Le département de santé de l'Église évangélique du Cameroun reconnaît en lui un bâtisseur infatigable. Il est un grand chirurgien, mais il reste aussi un grand directeur au département de santé de l'Église évangélique du Cameroun, puisque c'est sous lui que nos hôpitaux ont vu éclore du bien. Et nous pensons que nous ne garderons que du bien du docteur Ngalem. C'est donc un homme plein de savoir qui s'en va, laissant derrière lui des jeunes bien formés, capables non seulement d'assurer la relève, mais encore de faire mieux que le formateur. Et le Cameroun veut aller plus vite dans la matérialisation de son industrie culturelle. Le processus a été dévoilé hier par le ministre des Arts et de la Culture en présence des partenaires au développement. Ghislain Pierre-Isseno et Uben Uche. Le processus court depuis novembre 2018. Son aboutissement, c'est ce qu'advera le développement de l'industrie culturelle camerounaise. Option gouvernementale, augmenter en quantité et en qualité l'offre culturelle, mais non sans valoriser l'identité camerounaise. Vise l'identification d'une série d'indicateurs qui mettent en évidence la contribution de la culture au développement. Il participe
de l'opérationnalisation des résolutions de l'ONU sur la culture et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 13 de la Convention 2005 relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ratifiée par le Cameroun en 2007. Pour en arriver là, le ministère des Arts et de la Culture a mis à contribution l'Institut national des statistiques avec l'appui de l'UNESCO en ligne des mires, les indicateurs culturels et la documentation des savoirs traditionnels. La culture, c'est un domaine en soi-même, mais a aussi un grand rôle dans comme élément et composante transversale dans les autres aspects des objectifs de développement durable. Plus largement, l'industrialisation culturelle s'en va couvrir la planification des villes, mais d'abord l'éclosion des libertés culturelles. Le film Tamara, la cible de Franck Nonga, continue sa tournée au Cameroun. Hier soir, c'était au tour de Yaoundé après sa sortie officielle à Douala. La projection en avant-première a été faite au Djega Palace de Yaoundé. Reportage Oriane Bessa, notre stagiaire, et Uben Uche. Voici la nouvelle pépite du réalisateur camerounais Franck Nonga et de la productrice Sami Razé. Le film Tabara Lassi poursuit son ascension auprès du public camerounais. Sa projection en avant-première hier au Djega Palace à Yaoundé a confirmé la qualité du projet devant des illustres invités. Et le film en particulier est une grosse leçon. J'invite la population camerounaise à regarder le film. Et franchement, un big up à toute l'équipe de production. Plongé au cœur des réalités de chez nous, le film explore divers horizons des sociétés africaines. C'est un film qui est bourré de beaucoup d'émotions. Il y a l'amour, il y a les sectes, il y a le mysticisme, il y a plein. La projection a aussi permis de mettre en avant la valorisation du cinéma camerounais qui peine encore à être reconnu partout en Afrique et même dans le monde. Et il faut soutenir le cinéma camerounais, c'est la moindre des choses, je dirais. Malgré les difficultés financières et structurelles rencontrées pendant le tournage, ainsi que l'appréhension de la sortie du film, Tamara Lassi est fin prêt à captiver l'attention du public. Ceci au grand bonheur des réalisateurs et producteurs. C'est pas toujours évident. Avec les péripéties, les sites de tournage. Ça s'est harmonieusement bien passé. Et je suis content que le public ait accepté, ait bien réagi à ce film parce que, bon, vous savez, les films sur le mystique sont un peu... les gens ne comprennent pas souvent beaucoup. Après son passage à Yaoundé, la tournée du film se poursuivra à Garoua et à Fumban. Parlons du basketball. L'international camerounais Pascal Siakam est de retour au Bercail depuis hier, comme le voyez en image. Les fans du prix Maipi étaient nombreux à l'aéroport pour lui réserver un accueil triomphal, mais difficile était la communication avec la star NBA entourée d'un protocole spécial. Pascal Siakam reste donc quelques jours au pays pour un camp de basket, voire un échange avec la presse locale. Nous y reviendrons. Et on parle de volleyball également. Dans ce journal, le Cameroun paie 3-7-0 contre l'Azerbaïdjan. Les Lions de volleyball viennent d'enregistrer leur 3e défaite au tournoi intercontinental qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Une réaction. Les leçons et qu'est-ce que vous tirez de cette compétition? Voilà, aujourd'hui on finit encore par une défaite, mais le plus important c'est qu'on a essayé de s'améliorer, d'améliorer ce qui n'avait pas marché la veille. C'est vrai qu'aujourd'hui voilà, on a un peu pêché physiquement, mais bon, on est là pour travailler, on a une compétition importante qui arrive dans quelques semaines, donc on va continuer à travailler et essayer d'améliorer tous les jours ce qui ne fonctionne pas. Voilà, aujourd'hui c'est la fin d'une compétition, il y a une nouvelle qui va arriver et on compte sur leur soutien. On espère que voilà, on va faire quelque chose de bien en Afrique pendant les Jeux africains. Donc voilà, on va continuer à bosser et
encore merci pour leur soutien et on espère qu'ils vont continuer à nous soutenir jusqu'au bout. Beaucoup de courage à vous. En prélude donc à la 4e édition du tournoi de la Fédération internationale de football vétéran en Europe, plus de 100 Camerounais ont planché sur les dernières participations de nos équipes nationales aux compétitions, la place des anciens dans le développement du football et sur la situation du vivre ensemble au Cameroun. Eric Goff, notre envoyé spécial en France. La conférence débat de la Fédération internationale de football vétéran en Europe qui s'est déroulée ici à Aulnay-sous-Bois en banlieue parisienne avait pour thème « Apport de la diaspora au développement du football africain ». Cette conférence avait également pour objectif d'apporter un éclairage technique et de sensibiliser les acteurs et responsables de la diaspora sur les enjeux et obstacles spécifiques à la participation de la diaspora pour le développement du sport roi au Cameroun. Elle a également été l'occasion de partager un ensemble de bonnes pratiques. Enfin, elle a permis de rassembler et de mobiliser autour de cette thématique des experts, des présidents d'associations, des anciens lions indomptables tels que Patrick Mboma et Mabouan Kessak, que je vous propose d'écouter. La fierté, et puis savoir qu'avec tout ce qui se passe en ce moment au Cameroun, qu'aujourd'hui, c'est tous les Camerounais de la diaspora, c'est pour monter la diaspora unie. Une approche fraternelle, d'union, d'unité autour de ce sport que j'aime tant et avec des personnes qui me l'ont rendu. C'est déjà un événement qui regroupe toute la diaspora. Et ce qui n'est pas donné de regrouper la diaspora camerounaise en ce moment, donc c'est quelque chose de merveilleux et c'est un sentiment de fierté. Nous avons un tournoi qui va regrouper 24 équipes et le soir, il y a une soirée de gala où on va faire pour la première fois une levée de fonds. Nous avons les footballeurs internationaux, notamment Joël Matip et Eric Maxime Choupo-Moting qui ont mis à notre disposition leurs équipements sportifs que nous allons vendre aux enchères pour récolter des fonds qui vont nous permettre de faire ce projet de formation des formateurs au Cameroun en fin d'année. L'édition 2019 du tournoi de la Fédération internationale de football vétéran en Europe se déroule du 2 au 3 août à Paris. Cette saison bat tous les records d'affluence avec la participation effective de 24 équipes venant de toute l'Europe. Cet événement s'achèvera ce soir par une soirée de gala et une levée de fonds pour financer la reconversion des footballeurs. Le plus de l'info nous conduit ce soir à Guider, une nouvelle, du moins une merveille touristique dans le nord Cameroun. Les visiteurs, les vacanciers et curieux peuvent d'ailleurs bien s'amuser de ce côté-là parce que là-bas, il y a bien évidemment de quoi se réjouir. L'île Piedjou et Aïssa. Guider, chef-lieu du département du Mayo-Loutsi, dans la région du Nord, est une merveille touristique. Son paysage, son relief, son plan d'urbanisme finissent par faire de cette localité un pantelin paradisiaque. Guider est avant tout une histoire au trait singulier. Le lamido de ce hameau est l'un des gardiens de la tradition. Chaque jour, il voit passer ici les peuples de cultures différentes. Le mot Guider vient du nom Mogdara. Mogdara, quand on remonte à l'histoire de ce peuple, sort de l'Éthiopie ancienne. Il y avait une ville du nom de Gondor en Éthiopie. Après une guerre avec certaines ethnies, ce peuple de Gondor a fui, a traversé le Soudan. Il a séjourné vers Goudour, dans l'extrême nord, pour arriver ici, dans les montagnes, dans les plaines de Fali. C'est une ville à découvrir. Il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de bétail, il y a beaucoup de choses à découvrir à Guinée, surtout le gorge de Kola.
C'est fantastique quand vous allez vous entrer dans le gorge, vous allez découvrir de bonnes choses au gorge de Kola. Donc, je souhaite que vraiment les gens viennent, même les Camerounais qui ne connaissent pas Guidère, il faut qu'ils viennent découvrir Guidère. C'est une ville propre, bien développée, en train de se développer. L'un des sites touristiques très connus, ce sont les gorges de Kola. Ce site attire, séduit et fait courir de nombreux visiteurs et touristes au quotidien. Le relief, fait des montagnes superposées par la nature, est une véritable curiosité. Ici, tout est fait pour plaire aux premiers venus. Pas étonnant que cette localité soit convoitée par tous, y compris les vacanciers de passage. Il y a les vacanciers qui viennent quand même, quand ils viennent ici au nord pour voir les familles, rendre visite. Comment, bon, quand ils attendent comme ça, on parlait des gorges de Kola. Bon, ils disaient que non, c'est bien qu'on vient découvrir notre, quand même, le beau pays, le Cameroun. Je suis venue à Guidère, dans l'arrondissement de Mayolouti, pour mes études. Et là, je suis venue pour une balade. Je suis venue là pour une balade dans mon village. Et au fait, je me sens très à l'aise. C'est très joli. Je viens de sortir l'eau de ces rochers de gorge de Kola. C'est tellement fraîche. Je suis tellement fier de nager. C'est bien à découvrir notre site écotouristique de gorge de Kola Mayolouti. Depuis des années, Guidère, ville cosmopolite, est un modèle d'unité dans la diversité. Il ne reste plus qu'au pouvoir public de capitaliser cette richesse. Que se referme le 20h sur Canal 2 International, mais avant de refermer définitivement ce journal, le rappel des différents titres. Un camion Sten transportant du carburant met fin à la vie de 2 personnes ensemble et envoie 7 autres à l'hôpital général de Yaoundé. C'est la triste fin d'une série atroce vécue par une famille surprise ce matin vers 1h dans la maison familiale par ce camion de la mort. Où sont passés les lions féroces de Ngoro? Depuis plusieurs mois, les lions de Ngoro sont en divagation et dévorent au passage vaches et chèvres malchanceuses dans différentes localités. Après avoir passé 10 jours dans l'arrondissement de Ngoro à chasser les lions, les experts blancs retournent bredouille. Vous avez écouté dans ce journal le docteur Hans Bauer. La ville de Douala a mal à sa voirie, 70% de taux d'avancement des travaux et des chantiers à l'abandon ou à la traîne. Voilà ce qui est à retenir de la visite du travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain à Douala ce samedi matin. Le compte rendu a été donné dans ce journal. Et le plus de l'info de ce samedi soir nous a conduit à Guidère, une si belle commune du Cameroun située dans la région du Nord et chef-lieu du département du Mayolouti. Là-bas, les gorges de Nkola sont l'une des attractions que le 20h s'est proposé de vous montrer. Voilà donc ce qui a fait l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 20h. Au revoir. Canal 2 International.